Cette conférence va maintenant être enregistrée. C'est bon, c'est calé. Bonjour à tous, merci d'être présents pour cette deuxième session des webinaires Les mois de la RSE. Donc, je vous rappelle quelques règles en amont. Toutes les personnes qui n'interviennent pas, merci de couper vos micros, ça évitera les échos et autres. Donc, le webinaire est enregistré. Au niveau des caméras, si vous souhaitez aussi les couper, et vous avez la possibilité en haut de changer l'affichage, de choisir soit d'afficher tout le monde ou d'afficher uniquement l'intervenant. Au niveau des questions, nous vous accorderons un temps d'échange à la fin. Donc, si vous souhaitez, pour ne pas oublier ou au fur et à mesure des différentes interventions, vous pouvez poser vos questions dans le chat. Donc, c'est la petite bulle, il vous suffit de les indiquer. Voilà. Donc, je vous propose de débuter. Donc, on vous rappelle, on vous enverra la présentation par mail où vous retrouverez nos coordonnées et on ajoutera les coordonnées des intervenants. Donc, je passe la parole à Christophe de la société STEMI. Oui, bonjour à tous et à toutes. Moi, je suis Christophe Subtil, le dirigeant de la société STEMI. Et donc, j'interviens à la demande de Mecabourg, puisque je suis adhérent de Mecabourg. Donc, vous pouvez passer. Donc, moi, je suis là pour essayer de parler un petit peu de ce qu'on a fait, nous, au niveau de la société, et témoigner sur la partie qualité de vie au travail. Voilà, j'ai simplement remis ce petit slide pour rappeler deux choses. Les valeurs qu'on a développées chez nous avec l'ensemble des salariés, qui sont vraiment des valeurs d'appartenance et pas du tout des valeurs marketing. Donc, on n'expose pas trop à l'extérieur, mais vraiment, ils sont ancrés d'engagement, de proximité, de fidélisation. Et donc, j'ai remis un petit peu sur quoi nous on travaille, on a travaillé et qu'on continue à travailler sur la partie qualité de vie au travail. Donc, sur la partie bien-être physique, vous verrez après qu'on a fait déjà pas mal de choses. L'adéquation homme-travail sur la partie communication et adaptation du milieu. La motivation intrinsèque et l'engagement, c'est compris dans nos valeurs. Sur la partie notamment engagement et proximité. Le sens individuel et collectif, donc on essaie de faire beaucoup de choses au niveau du collectif pour essayer que les gens se sentent vraiment dans l'entreprise bien et qu'il y ait une notion globale sur toutes les actions qu'on mène. La relation sociale, donc là on est plus sur de la com, donc on a mis pas mal d'outils de communication, vous verrez, en place. Et puis la gestion et le management durable, donc là pareil, on a fait des formations et des choses là-dessus pour faire redescendre cette partie RSE et qualité de vie au travail au niveau de l'ensemble des salariés. Si vous pouvez passer au slide suivant. Voilà, donc j'ai simplement essayé de faire court et de recentrer nos actions sur trois chapitres, la partie management, la partie bien-être santé et puis la partie matériel confort au travail, qui sont les thèmes qu'on a abordés avec nos salariés et sur des choses qui elles sont pratiquement toutes en place. Même s'il y a des choses, vous verrez, par rapport au Covid, malheureusement, qu'on était un petit peu obligé de mettre de côté. Sur la partie management, on a fait, je ne fais pas forcément dans l'ordre, mais on a fait beaucoup de formations et d'accompagnement avec l'ensemble de nos managers. Donc, à tout niveau, au niveau du CODIR, donc de l'encadrement et des cadres, mais également au niveau de l'encadrement chantier, puisque nous, on a une activité chantier importante, et atelier, pour que tout le monde ait une formation sur le management et sur comment se comporter avec les autres, comment faire remonter les informations du terrain, comment communiquer avec ses équipes, aussi de l'organisation personnelle et intra-service et inter-service. Donc ça, c'est des accompagnements qu'on fait avec une intervenante extérieure qui travaille avec Mecabourg, aussi le cabinet Coïncidence, depuis maintenant 4 ans.
Et on continue on vient de recommencer une session où là on fait un accompagnement avec des groupes qui sont assez verticaux, donc avec l'encadrement principal et en redescendant jusqu'au chantier. Donc il y a plusieurs intervenants à chaque fois. On a mis en place des référents depuis déjà quelques années. Donc chaque personnel a un référent dans l'encadrement. Donc s'il a un problème, quel qu'il soit, professionnel, personnel, sociétal, etc. Il peut aller voir son référent, lui en parler, il le connaît bien. C'est ce référent-là qui lui fait aussi passer ses entretiens professionnels et individuels. Donc, c'est vraiment celui qui suit le salarié tout au long de sa vie dans la société et avec tout ce qui se passe, que ce soit perso ou pro. On a mis en place pas mal d'outils de communication pour essayer de faire passer l'information un maximum au niveau des salariés et qu'elle redescende bien auprès de tout le monde, parce que c'est pas toujours facile quand une information vient de la RH, vient de la direction, vient de l'HSE pour la faire redescendre. Donc on a mis pas mal de choses en place et ça nous a bien servi, notamment pendant le Covid. Notamment avec WhatsApp, où aujourd'hui l'ensemble de nos salariés, les 65 salariés, ont un compte WhatsApp STEMI et peuvent avoir toutes les infos. On a des télés réparties dans la société aussi, où les gens qui sont sur place peuvent voir les infos. On a mis en place pas mal de mini-entretiens tous les 15 jours, toutes les 2 semaines, au niveau management, encadrement et encadrement de terrain, pour que les infos puissent descendre et remonter. Donc il y a une partie technique, mais aussi une partie RH, HSE. On a une appli aussi qui s'appelle MySTEMI, qu'on a développée il y a quelques années, qui est surtout basée pour faire des remontées de terrain, HSE et autres. Et puis on a mis en place depuis 3 ans, je crois maintenant, un accueil vraiment spécifique pour les nouveaux arrivants, avec un livret d'accueil, avec un accueil personnalisé et un rapport d'étonnement à la fin de la période d'essai, qui est quelque chose qui est pas mal, qu'on a mis en place depuis 2 ans, ça, et qui nous permet de demander à la personne qui vient de commencer dans la société de savoir comment il a ressenti l'accueil, comment ça s'est passé, qu'est-ce qui l'a surpris, qu'est-ce qui était bien, qu'est-ce qui n'était pas bien, et donc de pouvoir toujours s'améliorer de façon continuelle sur l'accueil de ces nouveaux salariés. Puisque comme beaucoup d'entreprises, une de nos difficultés, c'est le recrutement. Donc déjà, avant de recruter, il faut déjà qu'on arrive à bien garder ceux qu'on a et à bien les accueillir pour pouvoir les garder et les mettre dans les meilleures conditions possibles à leur arrivée. Donc le deuxième pavé, j'ai mis bien-être et santé. Donc là, on a mis en place aussi pas mal de choses pour nos salariés. Donc c'est un petit peu extra professionnel, mais c'est vraiment très très important et très suivi aujourd'hui par beaucoup de gens. Donc on a mis en place des séances de sport avec un coach extérieur, un coach professionnel. On offre à nos salariés trois séances par semaine, donc où ils peuvent s'inscrire. On a à peu près sur 65 personnes, un peu plus de 20 personnes qui sont assidues toutes les semaines. Alors bon, il y a eu des pauses avec le Covid, forcément, puisqu'il y avait des choses qui étaient fermées, mais là on peut reprendre à l'extérieur, donc on va reprendre à l'extérieur avec des séances collectives et personnalisées sur du renfort, du gainage, de la course pour ceux qui veulent faire de la course à pied. Voilà, c'est un petit peu individualisé. On a mis en place aussi, puisqu'on avait un thème depuis l'année dernière sur le mieux manger et sur la nutrition au travail, puisque nous on a une activité à l'extérieur avec des gens en chantier, donc des gens qui n'ont pas toujours une bonne façon de se nourrir, et avec des repas assez rapides ou sandwich, etc. Donc, on a déjà mis en place des petits déjeuners le matin, puisqu'on s'est aperçu aussi en questionnant nos salariés qu'il y avait beaucoup de gens qui ne déjeunaient pas le matin. Donc, on met des petits déjeuners régulièrement
le matin pour que les gens, avant de partir sur les chantiers, puissent avoir une collation. Et on met en place aussi des paniers de fruits où les gens peuvent se servir et emmener un fruit soit au bureau, soit sur les chantiers. On devait sur 2020, ça c'est une action qui n'a pas été faite à cause du Covid, on devait faire une action avec une diététicienne pour justement expliquer un petit peu au personnel ce qui était le bien manger et quels apports ou au contraire quels inconvénients ça pouvait leur poser si ils ne mangeaient pas bien sur leur santé, sur leur forme physique, sur leur humeur, etc. Donc ça, c'est quelque chose, j'espère qu'on va pouvoir faire en 2021 quand on le pourra. On a mis aussi en place depuis un peu plus d'1 an un partenariat avec un fournisseur où les gens peuvent commander des paniers de fruits et légumes personnellement hein, pour eux et elles sont livrées, c'est tout livré une fois par semaine à la société. On a à peu près une vingtaine de personnes aussi qui commandent toutes les semaines. Donc ça fait aussi un apport. Donc là, il n'y a pas de participation financière de l'entreprise, c'est eux qui commandent directement et qui payent directement. Mais c'est un service qu'on leur rend. Et puis on fait, nous on a une grosse activité HSE, donc on fait des actions très régulières sur la partie sécurité avec notre responsable HSE, puisqu'on est MAS et qu'on a un suivi HSE assez important. Voilà pour la partie un peu bien-être. Et le troisième chapitre que je voulais évoquer, c'est la partie matériel confort au travail. On a travaillé depuis aussi 2 ans et demi sur pas mal de choses. On a rénové nos locaux en les aménageant, en renouvelant un petit peu la partie structurelle et confort. Sur l'éclairage, on a travaillé sur l'éclairage. Alors c'est dans notre métier, mais on a pas mal travaillé sur le confort de l'éclairage. Sur la partie réfectoire pour le midi, puisqu'on avait un réfectoire qui était assez petit et pas très bien équipé, donc on leur a fait un coin plus sympa et un peu plus grand. On a bien fait parce que pareil avec le Covid, les contraintes en nombre font que même aujourd'hui, il est presque trop petit où on est obligé de décupler dans d'autres locaux pour que les gens puissent manger correctement. On a remplacé aussi, c'est un détail, mais ça a été très apprécié, les chaises de bureau. On a une quinzaine de personnes qui sont entre le bureau d'études et les commerciaux. Et un bon siège, c'est vraiment utile. Et puis on a travaillé sur l'ergonomie du poste de travail avec notre responsable HSE, sur pas mal de détails, sur la position des PC, des écrans. On a multiplié certains écrans pour certains. On a acheté des souris ergonomiques pour d'autres. On a réorienté les bureaux aussi par rapport à la lumière ou à l'aspect du chauffage aussi. Donc voilà un petit peu les éléments qu'on a mis en place au niveau confort au travail, qui est souvent un élément qu'on nous avait demandé lors des entretiens individuels. Donc toutes ces actions qu'on mène sont soit des actions qui viennent directement du comité de direction, mais on se sert beaucoup des entretiens individuels pour générer chaque année un plan d'action pour déterminer un petit peu ce qu'on fait sur cette partie qualité de vie au travail et pour améliorer la qualité de vie au travail. Donc il y a plein d'autres choses dans la qualité de vie au travail, notamment au niveau sociétal, qu'on n'a pas encore traité, mais qui sont dans notre plan RSE 2021, qui sont des choses un petit peu plus globales et plus larges. Voilà pour mon intervention. Je crois que c'était une dizaine de minutes. Je dois être à peu près dans les temps. C'est parfait. Merci beaucoup. Je rappelle à tout le monde, voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les indiquer dans le chat et on les traitera à la fin. Donc, je passe la parole à Cédric Linossier. Ah, le micro est coupé. Super. Voilà, ça y est. Excusez-moi. Donc Cédric, merci de m'accueillir, c'est très gentil. Donc la société Hydrasup, basée au Chambon-Feugerolles. Donc nous on est fabricant de pièces autolubrifiantes.
Voilà, pour ceux qui ne me connaissent pas, donc c'est Delphine qui est, vous voyez, plus souvent que moi. Donc je voulais parler aujourd'hui de notre entreprise autoresponsable. Je me retrouve un petit peu dans ce que Christophe Substil a dit aujourd'hui. C'était d'ailleurs très intéressant. On marche beaucoup sur l'homme aujourd'hui. L'entreprise autoresponsable, c'est quoi? C'est d'abord des horaires libres, des vacances libres, une autonomie complètement à 100%. Seuls, ils sont capables de gérer leur journée sans que je sois là. Moi, aujourd'hui, je suis là simplement pour les épauler, les aiguiller, les aider dans diverses démarches qu'ils ne peuvent pas accomplir, comme acheter de l'outillage, aller chercher de l'eau. Voilà, je suis un peu le chef d'orchestre de cet orchestre. Je pars du principe qu'on a des experts avec des compétences très définies dans l'atelier. Donc chacun sait ce qu'il a à faire. Et moi, j'ai mon rôle. Et finalement, je me suis aperçu avec le temps que mon rôle, je le fais à 100%, puisque je suis plus pollué par tout un tas de bricoles auxquelles avant, il fallait que je résume en permanence. Donc voilà ce qui est un petit peu l'entreprise autoresponsable chez nous. Alors on est très engagé aussi, hein, donc forcément on a mis en place le guide des RSE avec le Crépi qui nous a permis d'intégrer donc un jeune paquiste. Chez nous, on est à 95% de personnes qui ne sont pas issues de la mécanique générale. Je suis moi-même cuisinier d'origine. Un petit peu plus ancien depuis un petit peu plus de 27 ans chez Drastop, mais à la base, je suis de l'hôtellerie. On mise sur ce genre de personnes parce qu'on mise énormément sur le savoir-être. Les gens qui viennent chez nous, ils ne vendent pas un savoir-faire de métier, mais un savoir-faire de la personne. Et ça, chez nous, c'est vraiment très important. On part du principe que si la personne est bien motivée, polie, enfin tout ce genre de petites bricoles, il a au moins gagné 50 voire 60% déjà du job. Le reste, on est là. Ceux qui ont déjà le savoir-faire, l'expérience, on est là pour le transmettre, puisque chez nous, on transmet quasiment tout, on ne garde rien pour nous. Le but du jeu, c'est que personne ne soit indispensable. C'est tellement plus agréable, et j'en discutais encore ce matin, de partir une semaine en vacances et de savoir qu'on va passer des vraies vacances parce qu'il n'y aura aucun problème, parce que l'entreprise va se gérer totalement seule. Voilà, donc le savoir-faire, c'est quasiment très important. La prise de décision. Alors, la prise de décision, chez nous, elle est collective à un petit peu plus de 90%. On est parti du principe que des sujets, il y en a qui n'en veulent pas. Et je peux tout à fait les comprendre, comme la négociation de salaire, comme des prix ou comme des gros investissements. Mais j'aime quand même avoir leur avis. Et ça, c'est très important. Donc, on fonctionne un petit peu sur des discussions WhatsApp, ce que disait tout à l'heure Christophe. Donc, chacun a aussi son compte WhatsApp. Et à partir de là, on diffuse l'information. On fait un vote à la levée ou sur un sondage. Et puis, c'est vraiment très important. Après, ça devient une réunion, un débat, un groupe, deux groupes, trois groupes, jusqu'à une décision finale. On prend ou on prend pas. Voilà ce que je pouvais vous dire. Je m'appuie énormément aussi sur les entretiens individuels. Les entretiens individuels, alors chez nous, c'est moi qui les fais. C'est un moment très important pour moi que je fais au mois de juin, où c'est que j'accorde le temps qu'il faut. Ça peut aller de 1 heure. J'ai eu des entretiens de 4h30. Où c'est que je demande à la personne vraiment de tout me dire sur l'année qui s'est passée, en bien et en pas bien. Ça m'a permis d'apporter plein de solutions tout au courant de l'année. Et c'est là que la demande elle est super importante, parce que sur 4 heures de temps, on fait énormément parler les gens, et d'abord on les met en confiance. Donc j'ai appris beaucoup de choses sur des petites bricoles, hein, sur l'outillage, sur est-ce que je pourrais avoir ma tasse de ce côté-là, enfin de la petite bricole. Alors
qui pour nous nous paraissent inutiles et en fait pour eux c'est très utile. Donc aujourd'hui, effectivement, on a fait une mise à jour un petit peu de la façon de travailler et de manager les gens. Aujourd'hui, on doit les écouter. Alors, c'est pas toujours facile, hein, moi le premier. Hein. Quand on a été éduqué à travailler à 7 heures et à partir à 16 heures, forcément, on pensait bien que moi, je me suis regardé un petit moment dans une glace et je me suis dit, pour faire avancer cette entreprise, il va falloir qu'on fasse d'une autre façon. Donc, et j'aime qu'on m'écoute aussi, parce qu'on pense pas souvent aussi à la personne qui écoute tout le monde. Et là, c'est moi qui ai ce rôle-là. Donc moi, je pars du principe que j'ai encore donc Julien Lussier, qui est notre président aujourd'hui. Donc moi, quand j'ai quelque chose à dire, ben, je vais vers lui. Et mon président, il a le droit aussi d'être écouté. Donc je pars du principe que quand il a quelque chose à dire, ben, je suis là pour l'écouter. Parce qu'il faut pas oublier, il faut pas oublier aussi des dirigeants ou des très hauts managers qui, eux, des moments, ils se retrouvent plus dans le confort. Et on est toujours en train de parler de confort pour les gens de l'atelier. Et je pense qu'il y en a plus d'une personne qui me soutiendra sur ces mots-là. Mais on oublie ceux qui sont là au service de tout le monde. Voilà ce que je pouvais vous dire. Je suis plus partisan à faire un débat sur des questions s'il y a, parce que j'incite les gens à venir nous voir parce que c'est très important. Parler de nous, c'est bien, mais pour pas mentir, le meilleur, c'est de venir chez nous, de venir les gens travailler, de voir les gens rigoler, de voir les gens s'impliquer. Et ça s'explique pas, ça se voit pour moi. Super, merci beaucoup Cédric. Merci. Je donne la parole à Cyrielle et Émilie Meslec. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Alors pour commencer en préambule, on va tout d'abord s'excuser parce que on essaye de remplacer au pied levé Bénédicte qui devait faire cette intervention. Et très sincèrement, on espère pouvoir transmettre les messages qu'on avait à transmettre par rapport à Messelec, mais on vous garantit pas d'être aussi à l'aise qu'aurait pu l'être Bénédicte sur cet exercice-là. Donc, par rapport à Messelec, évidemment, comme tous ici, améliorer la qualité de vie au travail, c'est un aspect très important chez nous. Évidemment, parce que le bien-être et l'épanouissement de chaque salarié au travail évidemment se traduit par une efficacité globale de l'entreprise. En ce sens, on veille bien entendu à ce que les démarches d'amélioration qui sont mises en place limitent les risques professionnels, en effet, mais il faut quand même garder pour objectif de prendre soin de la motivation et de l'implication de tous nos collaborateurs. Donc, c'est plutôt en ça où on va peut-être un peu plus développer aujourd'hui par rapport aux deux interventions précédentes. Parce qu'au-delà de l'aspect santé au travail, la qualité de vie au travail vise aussi à améliorer le climat social et les relations humaines au sein de l'entreprise et en l'occurrence au sein de notre groupe, puisqu'il ne faut pas oublier qu'on a 4 sites en France et qu'on a énormément d'interactions entre les sites qui travaillent les uns pour les autres pour la plupart. Chez Messelec Composite, nous sommes convaincus que la qualité de vie au travail est une source d'engagement et donc un gage de performance et d'innovation. Et à cela, ça reflète bien les valeurs que caractérisent notre groupe, qui sont l'audace, la bienveillance et l'engagement. Et en tant que PME industrielle créative et novatrice, on tâche de transmettre notre savoir-faire, notre culture auprès de tous nos salariés, afin de leur inculquer une qualité opérationnelle qui est reconnue d'ailleurs, et ainsi d'impliquer la responsabilité de chacun pour que tout le personnel s'investisse et s'engage dans l'entreprise. Il faut savoir que chez Messelec, mais j'imagine comme bon nombre d'entreprises qui sont là aujourd'hui, on a 3 générations qui cohabitent dans l'entreprise et donc forcément leurs attentes concernant la qualité de vie au travail divergent. Donc en prenant en compte ces aspects générationnels, le plan d'action qu'on a mis en place de qualité de vie au travail, il a été mis en place donc en faveur de l'épanouissement de nos collaborateurs afin de répondre à l'ensemble de ceux-ci. Parce qu'on est persuadé que la diversité des profils
au sein des équipes, c'est un levier d'innovation. Dans ce contexte, donc, l'inclusion, qui est un concept qui est nourri de la QVT et de la diversité, on vise à donner à chacun la place qui lui permettra de s'épanouir, quelles que soient ses différences et en limitant toutes les discriminations possibles. C'est ainsi, en fait, que chez Meslec, la qualité de vie au travail est au service de l'inclusion des personnes, mais inversement également. L'entreprise, comme les collaborateurs, ils sont tous gagnants en fait quand on combine les deux aspects. On a distingué de différents enjeux de qualité de vie au travail et d'inclusion. Donc, on a trois enjeux différents chez nous en interne. Premièrement, les enjeux économiques, hein, forcément. Ils sont liés aux exigences des clients, à la concurrence et à l'évolution des technologies. Surtout que sur notre groupe, on a 4 sites différents avec des technologies différentes pour chacun des sites. Dans ces enjeux économiques aussi, on a l'innovation dans les produits, dans les processus, en adaptant les postes de travail et par la reconversion et la formation des salariés pour anticiper les changements. Le deuxième enjeu qu'on a, ce sont les enjeux sociétaux, comme l'égalité professionnelle homme-femme, la diversité, donc comme on en a parlé, l'âge, les origines, le handicap. Également l'organisation du travail avec l'équilibre des temps de vie, le télétravail, la mobilité, et on est en plein dedans avec cette crise sanitaire. Et le troisième enjeu, c'est des enjeux liés au contenu du travail, de son sens et de son utilité. L'intérêt, l'autonomie, les perspectives d'évolution. L'environnement aussi qui est très important et la nature du management sont directement liés à la santé du collaborateur et donc à son engagement et à son implication. Et on s'est rendu compte qu'en agissant sur ces 3 types d'enjeux, on cherche à renforcer en fait le sentiment d'appartenance à un groupe et on participe à préserver la santé des collaborateurs au niveau mental mais au niveau physique aussi. Bon, une fois qu'on a dit tout ça, c'est bien aussi de mettre en place des mesures de l'efficacité de toutes ces actions qu'on peut mener. Alors, je reste très générale, mais Cyrielle va intervenir derrière pour vous donner des exemples plus précis. Hein. Néanmoins, il faut mesurer l'efficacité de ces actions et c'est essentiel pour suivre les résultats et définir les améliorations qu'il y aura à mener derrière. Donc, voici les indicateurs qu'on a mis en place chez nous. Donc, au niveau quantitatif, on étudie l'évolution du taux d'absentéisme, l'évolution de la diversité et de l'inclusion et le taux de turnover. Et au niveau qualitatif, on a une enquête sociale avec un questionnaire bien-être au travail. On évalue aussi la qualité du management et donc bientôt on va mettre en place des mesures de l'efficacité des actions qui vont être issues d'un financement participatif qui va se mettre en place au sein de Meselec. Et donc aussi le taux d'engagement des salariés qui vont y participer. Donc rapidement, ces indicateurs, ce sont des éléments importants pour nous pour le suivi et vérifier les engagements qu'on mène. Plusieurs axes rapidement applicables dans les entreprises concernant la qualité de vie au travail et l'inclusion. Donc, il y a la charte du droit à la déconnexion qui a été mise en place. On a un accord sur le télétravail qui est en cours de finalisation. On a une charte d'engagement de diversité et d'inclusion. On établit la parité homme-femme au sein du comité de direction, mais pas que, au sein de tous les sites également. Et des ateliers de sensibilisation et de formation des managers à tous les niveaux. Donc, tout ça pour lutter contre la discrimination et développer la bienveillance et l'écoute dans les équipes. Très vite, donc, alors là, c'est un exemple concret de ce qu'on met en place. Nous allons démarrer des ateliers financés par un crowdfunding d'entreprise. Donc, l'idée, en fait, c'est de proposer des projets QVT sur les différents sites que chaque salarié choisira par un financement participatif qui proviendra, lui, d'une dotation employeur. En fait, le but, c'est de faire appel aux volontaires sur ces sujets QVT, de les responsabiliser et de leur proposer de devenir acteurs, voire carrément chefs de projet. Et c'est vraiment une garantie de leur adhésion au projet global de l'entreprise. Donc, au-delà en fait des obligations légales, confronter les expériences et partager les bonnes pratiques entre les entreprises du groupe, ça permet de définir la meilleure politique QVT que l'on met en place. C'est un travail gagnant pour tous et les bénéfices sont multiples tant pour l'entreprise, Meselec, que pour tous les salariés.
parce que l'engagement des collaborateurs est renforcé et il se traduit par une meilleure productivité au final et créativité dans les équipes. Donc, c'est forcément une amélioration sur le plan humain à tous les niveaux. Donc, voilà d'une manière générale tout ce qui est vécu et ressenti au sein de Messelec. Et on va vous présenter des exemples plus précis de ce qui a été mis en place et de ce qui va être mis en place encore en interne. Bonjour à tous. Alors, je suis désolée pour l'écho que vous avez eu. Alors maintenant, je vais essayer d'illustrer ce qui est pratiqué au sein de Messelec, comme vous l'a dit Émilie, en termes de QVT et d'inclusion. Donc, outre les avantages sociaux que je ne vais pas développer, je vais essayer de ne pas développer les mêmes choses qu'ont dit les deux personnes avant nous pour que ce soit un petit peu plus intéressant. Alors, c'est de faire en sorte que les salariés se sentent bien quand ils viennent travailler tous les matins. Ça a vraiment une importance importante chez Messelec, qu'ils comprennent ce pourquoi ils sont là. Il est important qu'ils aient un retour de leur manager chaque jour, des clients, qu'ils aient conscience de la chaîne de valeur et où ils se situent dans celle-ci et où ils se situent au niveau de l'entreprise. Donc, on a mis en place des points 5 minutes avec le manager et le collaborateur afin que tous se réunissent et parlent de la production de la veille et des difficultés rencontrées. Alors, on peut parler de problèmes de coûts, de délais, de problèmes qualité, mais l'information n'est pas que descendante. Ils sont considérés, écoutés, et l'entreprise essaie de donner du sens à ce qu'ils font tous les jours en répondant systématiquement à leurs problématiques. Alors, cette démarche, elle va être renforcée par des boîtes à idées. On en avait mis en place il y a quelques années, mais elles n'étaient pas assez animées. Donc, on va remettre en place ces boîtes à idées pour que chacun donne du sens et donne leurs idées qu'ils souhaitent mettre en place. Nous allons encore aller plus loin. S'ils souhaitent une démarche de reconnaissance de l'employeur, nous les accompagnons sur une reconnaissance professionnelle avec la validation des acquis de l'expérience, la VAE. Celle-ci est proposée par l'entreprise, par l'employeur, à l'ensemble du personnel avec des informations collectives. Nous avons beaucoup de salariés qui n'ont pas de diplôme, qui n'ont pas de qualification. Donc, nous les avons accompagnés et nous avons réussi à faire passer plus de 15 CQP sur des postes comme chef d'équipe, conducteur de ligne, monteur-régleur ou coordinateur d'îlot. Cela est indispensable pour nous parce que ça permet de rassurer le salarié tant en interne qu'en externe. Et régulièrement, nous lançons ce type de dispositif, ce qui permet l'employabilité pour le collaborateur et cela reconnaît vraiment sa valeur en termes de compétences. On va lancer un autre dispositif qui s'appelle Cléa. On a lancé l'année dernière ce dispositif qui s'appelle Cléa. C'est un dispositif interprofessionnel à destination des non-diplômés au sein de notre structure. Sur 180 collaborateurs, on a quand même eu 50 salariés qui se sont lancés dans cette démarche. Ça permettait de vérifier les compétences socles. Ça a eu très peu de contraintes pour l'entreprise. Ça a pris 4 heures pendant le temps de travail de manière individuelle et ça a pu rassurer chaque salarié et de voir leur niveau en communication en français, des règles de base de calcul et de raisonnement mathématique, l'aptitude à travailler dans le cadre de règles définies, l'aptitude à travailler en sécurité, la maîtrise des gestes et postures. Et pour nous, ça a été une réussite parce que l'ensemble des collaborateurs ont obtenu cette certification et ce qui a rassuré chaque collaborateur. Et comme on a une pyramide des âges, on a beaucoup de postes qui vont être pourvus dans les prochaines années, cela permet de mettre un certain climat de confiance. On va poursuivre cette année avec du Cléa numérique. Là, on va évaluer les gens au niveau du numérique, surtout qu'on a une démarche de numérisation au sein de notre entreprise, ce qui permet également d'allier employabilité, compétences en informatique. Donc, on va le faire sur le temps de travail et le proposer à une 50aine de collaborateurs. Cela a vraiment rassuré les salariés et valorisé dans l'accompagnement à la formation. Ça nous semble vraiment indispensable en termes de QVT. Alors, sans QVT, pour nous, il n'y a pas d'inclusion. Les mesures en place sont nombreuses chez Messelec. On intègre énormément de salariés en difficulté,
des migrants, l'embauche de salariés étrangers. Alors ça demande des procédures assez compliquées avec la préfecture, mais on se lance quand même dans ce type de démarche. On a embauché à peu près 5 salariés étrangers, des jeunes. On a mis en place de l'alternance, mais au sein de nos ateliers, on a également beaucoup de jeunes, des actions liées à l'handicap. On avait des ESAT, on travaillait avec des ESAT et en fait, on a décidé d'intégrer ces salariés dans notre effectif et qu'ils deviennent des salariés à part entière de Messelec. L'inclusion est vraiment importante au sein de Messelec. Nous pensons vraiment que la diversité peut créer la richesse de l'entreprise. Donc régulièrement, on est dans ce type de démarche, mais c'est vraiment des choses que nous faisons tous les jours. Nous mettons également des aménagements de postes. Nous avons énormément de travailleurs handicapés au sein de la structure et c'est vraiment important pour nous de travailler sur l'ergonomie. Donc on travaille énormément avec Cap Emploi pour avoir des financements et aménager ces postes de travail. Ça nous semble vraiment une priorité également. Plus le travail est adapté à l'humain, plus le travail effectué est de qualité et rapide pour nous. La communication, alors comme je vous le disais avec les points 5 minutes, nous semble primordial. Donc on a effectué un questionnaire dernièrement sur comment était perçue la communication, comment les salariés ressentaient la communication au sein de Messelec. On est en train de mettre un plan d'action en place parce qu'on s'est rendu compte qu'il n'y avait peut-être pas assez de communication de la part des dirigeants. Ça a été une demande des salariés et ils voulaient plus de reconnaissance de leur travail. Donc je pense qu'on va mettre plusieurs actions en place comme du Vie ma vie, comme du tournage de vidéos, de la communication plus étoffée, plus régulière, de la communication descendante. Ça nous semble vraiment important par rapport à ce questionnaire. Alors, on a quand même été rassurés, beaucoup de salariés connaissaient nos valeurs. Donc, ce questionnaire nous a permis de nous améliorer, mais on ne s'est pas rendu compte de difficultés énormes. On a bien pris le sens de la QVT dans une logique globale et complexe, car il y a plein d'interactions avec l'inclusion, la RSE, la production, et elle ne se limite pas strictement aux conditions d'emploi, mais elle suppose de concevoir et piloter l'ensemble des projets de l'entreprise en intégrant systématiquement la QVT. On essaie vraiment de mettre ça en place dès qu'on fait quelque chose au sein de Messelec. Alors, je ne vais pas développer le télétravail, je ne vais pas développer tout ce qui a été dit avant. Hein. On a des espaces verts, on a mis en place un ostéopathe pour que les salariés soient un petit peu aidés. Bon, on n'a pas pu le faire avec le confinement. On met également des rapports d'étonnement. Enfin, l'intégration semble primordiale au sein de Messelec. Comme le disait tout à l'heure un intervenant, sans bonne intégration, on ne peut pas réussir à recruter et pérenniser correctement l'entreprise. Donc, ça nous semble indispensable. Ok. Pour notre partie, voilà, on s'arrêtera là. Super. Merci à toutes les deux. Je vais laisser la parole à Pascal Cuny, ESAT Le Pénicy. Bonjour à tous. Donc, Pascal Cuny, je suis effectivement donc, directeur de l'ESAT Le Pénicy à Bourg, donc, où on accueille 250 personnes en situation de handicap. Et on est donc adhérent à Mecabourg. C'est pour ça que donc, je présente aujourd'hui. Voilà. Est-ce qu'on pourrait faire tourner les slides, s'il vous plaît? Merci. Donc, les personnes en situation de handicap, elles sont également au cœur de la RSE par définition. Et on va passer à la suite derrière. Voilà. Donc, la responsabilité, et là, il y a une faute de frappe, hein, vous m'excuserez, c'est pas social, mais c'est bien sociétal. Il manque ET en haut. Comme quoi, on arrive à raccourcir des mots. C'est la responsabilité sociétale des entreprises, effectivement, c'est tout ce qui est marqué dessous. Alors, il y a une présentation un petit peu progressive dans la taille des caractères. C'est pas que les premiers aspects en haut sont moins importants, mais c'est que plus on descend vers le bas, quelque part, plus on va
vers l'intégration effectivement par le travail des personnes en situation de handicap. Donc, entre autres, le développement local, puisque c'est important, l'inclusion des minorités, on en fait partie, les personnes en situation de handicap sont considérées comme des minorités, et les droits de l'homme, donc, parce que le travail, c'est un droit, bien sûr, fondamental pour l'homme. Et après, on peut passer à la page suivante. Merci. Voilà. Donc, le travail pour les personnes en situation de handicap, selon leur taux de handicap, donc qui est déterminé par la MDPH, les possibilités suivantes s'offrent aux personnes en situation de handicap. En fonction, alors là-dessous, on va parler en fonction du taux d'efficience et non pas en fonction du taux de handicap. Pour une personne qui a une efficience qui est supérieure à 80%, donc c'est le travail en entreprise dite du milieu ordinaire, ce qui a été expliqué précédemment là, par Messelec, qui accueille des personnes en situation de handicap directement. Voilà. Après, donc entre 50 et 80%, donc c'est le travail en EA, en entreprise adaptée, dont je vous parlerai après. Après, donc les personnes qui ont une efficience au travail. Le casino est fermé. Excusez-moi, il y a quelqu'un d'autre qui parle. Ouais. Mais on fait ça cet après-midi. Ah non, ils sont. Bon, je continue quand même. Après, les personnes qui ont un taux d'efficience compris entre 30 et 50%, donc pour elles, c'est le travail en ESAT, établissement et services d'aide par le travail, que je vous présenterai après. Et pour les personnes dont l'efficience est inférieure à 30%, le travail n'est généralement pas envisageable, on va dire. Donc, ce sont des personnes qu'on ne retrouvera dans aucune forme de travail. On va passer à la slide suivante. Je vais vous présenter les entreprises adaptées. Voilà. Donc, les personnes qui travaillent en entreprises adaptées sont titulaires d'un contrat de travail comme dans le milieu ordinaire. Efficience, comme on l'a dit, comprise entre 50 et 80% d'une personne non handicapée. Les entreprises adaptées sont sous tutelle de la directe, en fait. Ce sont des entreprises qui peuvent être de type entrepreneurial ou sous gestion associative, comme environ les 2/3. Les salaires perçus sont au niveau du SMIC. Bien sûr, les EA, les entreprises adaptées, perçoivent une aide au poste de la directe pour compenser le manque d'efficience dû au handicap des salariés, parce qu'autrement, on n'arriverait pas du tout à se placer, bien sûr, chez nos clients. On était jusqu'à présent sur des minimums de 80% de salariés en situation de handicap et on va passer progressivement à des taux compris entre 50 et 75%. C'est dans le but du gouvernement de favoriser l'inclusion et la mixité entre les personnes en situation de handicap et les personnes qui ne sont pas en situation de handicap, justement. Il y a environ 800 entreprises adaptées en France qui représentent environ 400 000 salariés. Et l'objectif est de passer environ 80 000 en 2024. On exerce bien sûr dans différents secteurs d'activité que je vous présenterai après. Et ça permet à nos donneurs d'ordre de rentrer dans le calcul de leur OETH, obligation d'emploi de travailleurs handicapés. Après, je vais vous présenter les ESAT, établissements et services d'aide par le travail. Les personnes qui travaillent en ESAT ne sont pas titulaires d'un contrat. Non, on peut revenir en arrière, s'il vous plaît. Merci. Les personnes qui travaillent ne sont pas titulaires d'un contrat de travail, mais d'un contrat de soutien et d'aide par le travail. C'est une nuance qui est assez importante, malheureusement, sur les droits qu'ont ces personnes. Efficience, donc, comme dit tout à l'heure, entre 30 et 50%. On n'est plus du tout sous tutelle de la directe, donc de l'organisme qui régit normalement le travail, mais on est sous tutelle de l'ARS, l'Agence régionale de santé, car on est en fait des établissements médico-sociaux. On est sous gestion associative ou sous gestion mutualiste, mais jamais sous gestion entrepreneuriale privée. Les revenus les revenus des personnes, je parle bien de revenus, sont au niveau du SMIC, mais le salaire ne représente qu'environ 55% du SMIC. Le complément de revenus est versé par l'AAH, allocation adulte handicapé. C'est une notion importante pour les personnes en situation de handicap parce qu'elles préfèrent avoir des revenus qui soient liés à un salaire. Un salaire, c'est le travail que je produis, alors qu'une allocation, c'est parce que je suis handicapé et c'est perçu d'une façon très différente.
Les ESAT perçoivent également une aide au poste de l'ARS, bien sûr, pour compenser le manque d'efficience dû au handicap des salariés. Dans nos ESAT, on a des équipes d'accompagnement médico-social avec psychologues, assistantes sociales, médecins psychiatres. Donc, on est vraiment sur un secteur médico-social. Il y a, donc tout à l'heure, je vous disais 800 en France, et là, on est sur environ 1450 ESAT en France, pour environ 120 000 travailleurs en situation de handicap, dont des établissements qui sont beaucoup plus gros. Chez nous, on est à 200 personnes dans notre ESAT, alors qu'on est à 30 personnes dans les 2 EA que je dirige, dans des établissements plus importants en principe. On exerce également dans de multiples secteurs d'activité, et bien sûr, ça permet à nos donneurs d'ordre de rentrer nos activités, le travail qu'on leur produit, dans leur obligation d'emploi. Et on va en parler un petit peu après. Voilà, si on peut passer à la slide suivante, excusez-moi. Donc, par rapport à une entreprise privée, tout employeur de plus de 20 salariés doit atteindre, selon la loi, un taux d'emploi de travailleurs handicapés de l'ordre de 6% minimum. Tous les types de contrats maintenant sont valables au prorata du temps passé. Auparavant, ce n'était pas le cas, mais depuis la loi de 2020, c'est valable. Et les personnes qui ont plus de 50 ans comptent comme une personne et demie. On va voir après de quelle façon. Voilà, on va passer à la slide suivante. Donc, les modalités de calcul de la prise en compte de la sous-traitance auprès des ESAT et des EA pour les entreprises dans leur OETH. Alors, l'assiette de calcul, c'est le chiffre d'affaires utile qui est réalisé avec nous. C'est-à-dire qu'un donneur d'ordre qui va nous donner une prestation à faire qui va comporter pour nous des achats, par exemple, de matières premières, la partie achat ne sera pas prise en compte dans ce qu'on appelle le chiffre d'affaires utile, mais seulement la partie main-d'œuvre. Bon, puis après, sur la slide, vous avez bien sûr la présentation des autres éléments qui ne seront pas pris en compte. Le calcul, auparavant, on convertissait jusqu'à fin 2019 le chiffre d'affaires directement en unités de main-d'œuvre. Maintenant, c'est quelque chose qui n'est plus d'actualité. La sous-traitance auprès des ESAT et des EA viendra en déduction de la contribution due. C'est-à-dire que l'entreprise qui n'a pas son seuil de 6% de travailleurs handicapés en interne devra payer ce qu'on appelle une contribution ou une pénalité, mais officiellement c'est un terme de contribution, devra donc payer cette contribution, et le recours à des établissements de travail protégés viendra en fait diminuer cette contribution à hauteur de 30% du chiffre d'affaires utile réalisé. On peut passer à la slide suivante. Alors après, selon le taux d'arriver à l'objectif de 6% de l'entreprise donneuse d'ordre, si elle est actuellement en emploi direct, donc en personne handicapée dans ses murs, à un taux inférieur à 3%, le travail donné à des ESAT et des EA ne viendra déduire sa contribution brute qu'à un maximum de 50%. Si elle a un taux d'emploi direct supérieur à 50%, excusez-moi, elle pourra déduire 75% de son recours aux entreprises adaptées et aux ESAT. Ça veut dire que cette nouvelle loi, donc, qui est apparue depuis le 1er janvier 2020, essaye de contribuer au maximum, à inciter au maximum les entreprises à faire de l'emploi direct, au moins à 3%. Et après 3%, donc, selon la forme qu'elles souhaitent, en emploi direct ou en emploi indirect. On peut passer à la slide suivante. Merci. Donc, en fait, une entreprise, comment elle calcule sa contribution? Elle a un objectif d'emploi qui va être son effectif, admettons 100 personnes multipliées par 6%, donc elle doit avoir 6 personnes handicapées dans son entreprise en emploi direct. Et après, donc, elle devra verser une contribution, si elle n'atteint pas ce seuil de 6%, qui est déterminé en fonction de l'effectif de l'entreprise, à 400 fois le SMIC horaire pour les entreprises jusqu'à 250 salariés, 500 fois 750 salariés,
et à 600 fois le SMIC horaire pour une entreprise de plus de 750 salariés. Et après, la contribution nette qu'elle devra verser, ce sera donc la contribution brute calculée précédemment, moins le montant des déductions dues à la sous-traitance, ESAT, EA, puis après, bon, il y a d'autres termes que je pourrais vous expliquer par après. Et donc, pour les entreprises qui ont des difficultés à faire de l'emploi direct et des difficultés à sous-traiter avec les ESAT, il y a une période de transition qui est applicable de 2020, donc date de la nouvelle loi, jusqu'à 2024. Et à partir de 2024, toutes les entreprises devront être à 6% ou alors avoir des actions auprès des ESAT et des EA qui permettent de diminuer leur contribution. Ou autrement, bien sûr, elles payeront la contribution. Ça peut être une politique aussi. On peut passer à la slide suivante. Ça doit être terminé, je pense. Voilà, non. Quels travaux donc confiés aux ESAT et aux EA? On connaît bien sûr les travaux assez classiques d'espace vert, mais il y en a beaucoup plus. La sous-traitance industrielle, mécanique, mécano-soudure, montage mécanique, électrique, menuiserie, conditionnement, préparation de commandes. Espace vert, j'en parlais, blanchisserie, restauration, imprimerie. Donc, en fait, il y a de multiples façons de pouvoir faire travailler des personnes en situation de handicap hors du site propre de l'entreprise. Et après, on peut passer à la slide suivante, mais je pense que j'ai terminé. Voilà. Merci beaucoup. C'était un peu... Désolé. Ah, pardon. Bonjour, bonjour à tous. J'interviens aujourd'hui pour la Fondation Agissons pour l'emploi, pour lequel je représente la partie la relation avec les entreprises. Et on est adhérent nouvellement du réseau Mécaloir depuis très peu. Donc la Fondation Agissons pour l'emploi, c'est quoi? Alors je vais plus vous parler d'inclusion, moi. C'est une fondation universitaire qui est portée par l'École centrale de Nantes, également mandatée sur notre territoire par la Direction générale de l'armement, et qui rayonne sur 4 territoires, donc PACA, Pays de Loire, Bretagne et la région Aura qui nous intéresse aujourd'hui. On part d'un constat, donc la Fondation a été lauréat du programme d'investissement dans les compétences sur la deuxième vague en fin 2019 pour réussir l'intégration de publics éloignés de l'emploi, notamment des personnes issues de quartiers prioritaires de la ville, de zones rurales de revitalisation, de réfugiés, de personnes, toutes les personnes qui peuvent être éloignées de l'emploi, sur des emplois durables. Notre objectif est de réussir sur ces 4 régions 500 à 700 intégrations durables. Donc l'intégration, pour nous, elle se passe sur 3 phases. On va dire sur une phase préparation, qui est aussi bien une phase préparation sur les entreprises que pour les candidats. Pour les entreprises, parce que les entreprises, déjà, on va détecter leurs besoins. On ne part pas comme ça dans le vide. Donc moi, ma mission, c'est d'aller chercher les entreprises qui recrutent sur plutôt des profils qualifiés de production. Parce qu'on veut aussi, l'intégration, ça passe aussi par la montée en compétences de personnes qui vont être éloignées de l'emploi. Et donc, d'accompagner donc les candidats et les entreprises, donc d'aller aussi, ça se prépare parce que l'entreprise n'est pas forcément disposée à intégrer ce genre de public. Et ça se prépare pas seulement au niveau du chef d'entreprise, mais au niveau de tous les services. Et puis, on prépare les candidats aussi. Donc là, on va retrouver tout à l'heure, Cyrielle et Émilie nous ont parlé de Cléa, mais des dispositifs comme ceci, où on a un SAS de 280 heures, où on accompagne ces personnes-là au savoir-être, principalement au savoir-être. Donc, on travaille avec eux, leur projet professionnel, leur estime de soi, confiance en soi, les codes attendus en entreprise également, parce qu'en entreprise, c'est un des endroits où il existe encore des règles, même si les règles peuvent être dans des entreprises libérées très souples, mais on est quand même soumis à des règles et il faut connaître tous ces codes-là. Donc, pendant ces 2 mois, préparation à la fois des entreprises et à la fois des candidats. On peut peut-être passer aux slides suivantes, je n'ai pas précisé.
Voilà, la méthodologie, elle est donc c'est une méthodologie innovante puisqu'on fait rencontrer des publics qui ne se connaissent pas. Il y a des emplois en tension dans les entreprises et il y a des candidats qui ne connaissent pas ces entreprises ni ces métiers. Et donc vraiment la méthodologie, la démarche et la méthodologie, elle est basée là-dessus. Ensuite, l'intégration, pour qu'elle soit durable, il y a une montée en compétences. On peut passer aussi à la slide suivante. Donc, ces profils atypiques qu'on a détectés, qu'on a préparés, avant de rentrer en entreprise, ils vont peut-être avoir des formations techniques et on s'appuie. La fondation n'est pas un organisme de formation. On s'appuie sur les organismes de formation qui existent et il y en a plein sur nos territoires pour aller former aux gestes techniques. Donc, ça peut être, nous, sur notre territoire, on forme sur les métiers de la métallurgie, sur la plasturgie, sur l'agroalimentaire, sur le textile, sur la maintenance. Alors maintenant, c'est très transverse pour toutes ces entreprises. Et j'en oublie un, le textile, agro, enfin voilà. Et certainement, on va ouvrir sur le numérique. Et on accompagne les candidats sur une durée de 2 ans. C'est aussi ça. C'est l'accompagnement des candidats et des entreprises. L'entreprise, elle a besoin aussi de monter en compétence pour accueillir ce genre de public. Et c'est aussi ça qui est important. Si on passe sur la slide suivante, je ne sais plus, voilà. Non, en fait, non, c'était nos contacts. Donc, on peut revenir sur celle d'après. Donc, on s'appuie sur des filiales qui sont porteuses, hein, comme je vous disais, la métallurgie, donc l'agroalimentaire, etc., où il y a des métiers en tension. Et on va chercher ces profils atypiques. Donc, on accompagne vraiment les entreprises et les candidats sur ces dispositifs. Voilà, et on est à votre disposition pour vous accompagner, pour accompagner ces entreprises sur ces intégrations. Et c'est le rôle sociétal de l'entreprise là sur lequel on joue. Merci beaucoup, merci à tous. Alors rapidement, on est dans les temps, c'est super. On avait eu une première question, alors la réponse a été apportée, hein, puisque la question était posée à Stémi. Donc du coup, je vais quand même la donner pour que tout le monde puisse en profiter. Donc à 65 salariés, vous avez un CSE en place. Quelle est la part de participation du CSE sur les actions type panier de légumes, séance de sport? Donc Christophe a répondu. Alors je peux donner la réponse, Christophe, ou vous voulez la faire en direct? Oui, nous on a un CSE. Le CSE existe depuis plusieurs années. Après, on a 2 structures, donc on n'est encore pas officiellement au-dessus de 50, donc il n'y a pas de participation officielle du CSE. Donc c'est l'entreprise qui participe à 100% pour la partie sport, et après la partie fruits et légumes, c'est du perso, donc chacun finance ce qu'il achète. Merci. Une question pour Cédric Edrasup. Alors, comme le savoir-être et la motivation sont plus importants, comment se passent les recrutements? Y a-t-il un process spécifique? Comment favorisez-vous la montée en compétences dans le cas où cela est nécessaire? Donc pour les recrutements, effectivement, c'est un petit peu différent des autres. On fait déjà une visite en atelier avant que je voie en entretien. Le but du jeu, c'est de voir déjà si déjà l'équipe, la personne, déjà elle va s'entendre. Je trouve qu'on passe un entretien dans de meilleures conditions en voyant déjà tout le monde. On enlève un stress. Donc on fait déjà une petite visite et ça nous permet de faire un retour en quasiment en instantané sur WhatsApp, à dire la personne me paraît bien, intéressée, tout un de choses en place. Et puis après, on fait un entretien tout à fait classique. Répétez-moi la fin de la question, que je n'ai pas tout à fait entendu. Donc, y a-t-il un process spécifique? Comment favorisez-vous la montée en compétences dans le cas où cela est nécessaire? La montée en compétences, alors là, c'est au bon vouloir de chacun. Voilà, il y a des personnes qui aiment être dans leur coin, à faire des séries, à faire de la petite bricole, à faire au moins le job, ce qui est déjà pas mal. Celui qui décide de monter, eh ben, il a porte ouverte chez nous, il fait vraiment ce qu'il veut, en sachant que il y a pas de pyramide hiérarchique chez nous.
Je suis le seul directeur. On n'a aucun chef. Il n'y a personne. Donc au niveau statut professionnel, on ne peut pas monter, mais au niveau compétences, alors voilà, si la personne a envie d'être tourneur, fraiseur, dessinateur, régleur, formateur, il a le droit. Je laisse ouverte porte à toute chose du moment que c'est qu'est-ce qui est bien pour la société. Voilà. Ok, merci. Je crois qu'on a fait le tour des questions. Donc, écoutez, on va se quitter. Merci à tous. Merci pour ces témoignages. Et on vous donne rendez-vous le 29 mars, si je ne dis pas de bêtises, pour le prochain webinaire des mois de la RSE. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne journée. À bientôt. Merci à vous. Merci. Merci.